nous allons parler d'une des spécificités du théâtre de Beckett, c'est-à-dire de la tentation qui existe toujours dans ce théâtre de passer à l'autobiographie. Beckett, en effet, dès qu'il se sent menacé dans son écriture par l'irruption de matériaux autobiographiques lancinants, change de forme, passant d'une langue à l'autre, d'un genre à un autre. Aussi, paradoxalement, dans ses dernières œuvres pour la scène, introduit-il au théâtre des procédés propres aux romans autobiographiques, créant, par contamination de deux genres jusque-là incompatibles, une forme tout à fait nouvelle. Le théâtre de Beckett est celui d'un romancier pour qui l'écriture dramatique apparut, dans un premier temps, comme le moyen d'échapper à la monotonie, au sens proustien du terme, dans laquelle ses romans l'enfermaient, et d'évacuer le jeu personnel qui les avait envahis. Aussi, comme je l'ai longuement montré ailleurs, et notamment dans mon ouvrage « Langage et corps fantasmés dans le théâtre des années 50 », de En attendant Godot à Haut les beaux jours, Beckett privilégia la monstration de ses personnages, le dialogue ne venant expliciter qu'après coup le message du geste, solution radicale pour couper court à toute tentation d'épanchement lyrique. Après Haut les beaux jours, en revanche, c'est au modèle romanesque qu'il recourut dans son travail de dramaturge, accordant à la voix la première place, particulièrement dans ce qu'il appelle ses dramaticules, où il porta à la scène un personnage qui scrute son passé. Il transposa ainsi au théâtre le roman autobiographique, expérience sans précédent dans l'histoire de la scène. Si l'écriture romanesque féconda son écriture dramatique, son passage à la scène retentit à son tour sur sa technique de romancier. La distribution des voix étant très nettement marquée dans les derniers textes narratifs, riches de potentialités dramatiques. À partir des années 60, en effet, Beckett travailla de plus en plus sur la limite des genres, exploitant au théâtre sa pratique de l'écriture romanesque et, dans les textes narratifs, son expérience de la scène. Du théâtre d'un romancier au roman d'un auteur dramatique, telle fut en fait la singularité de son parcours. Après Haut les beaux jours, donc, pièce qui marque un tournant dans l'œuvre dramatique de Beckett, l'écrivain ne cesse de porter à la scène un personnage qui se raconte, introduisant ainsi au théâtre les procédés du roman autobiographique. Le monologue prend dès lors une place grandissante dans son théâtre. Avant-gardiste, Beckett inaugure le triomphe du monologue au théâtre auquel nous assistons aujourd'hui. Systématiquement, Beckett, qui s'est toujours montré épris de combinatoire, exploite tous les cas de figure. Il met en scène tantôt un ou plusieurs personnages qui parlent de lui à la première personne, tantôt un ou plusieurs personnages qui parlent à la troisième personne d'un absent ou d'un personnage présent qui demeure muet. Tantôt, une voix qui parvient à quelqu'un, s'adressant à lui ou parlant de quelqu'un d'autre. Voici donc quels sont les cas de figure qu'il exploite. Et il semble suggérer, par ces différents procédés, que l'on ne peut parler que de soi-même, en fait, soit directement à la première personne, soit indirectement par personnage interposé. Dès 1958, avec La dernière bande, c'est le premier cas de figure qu'il exploite. Un écrivain, seul sur scène, retrace sa vie. Il parle, s'enregistre, écoute de vieilles bandes de magnétophone, enregistrées quand il était jeune, où reviennent toujours les mêmes souvenirs, la mort de la mère et la liaison amoureuse. Deux voix se mêlent en permanence, la voix fêlée du vieil alcoolique et la voix tonique de jadis, artificiellement jeune. Dans Comédie, en 1963, Beckett élargit le procédé, plaçant dans des jarres un homme
et les deux femmes qu'il a aimées, côte à côte. C'est un projecteur qui leur extorque à tour de rôle la parole, chaque fois qu'ils se braquent sur leur visage, les interrompant au milieu d'une phrase, voire d'un mot. De ce fait, la pièce, au dire de Billie Whitelaw, l'actrice anglaise qui interpréta le rôle, est un quatuor et non véritablement un trio. Beckett, si l'on en croit Deirdre, sa biographe américaine, a écrit chacun des trois rôles séparément avant de travailler à la répartition des répliques. Le texte se présente comme une série de 3 monologues alternés, proférés par des personnages qui s'ignorent totalement et qui narrent inlassablement leur vie, en revenant toujours sur le passé amoureux, les scènes de jalousie, de rupture, etc. Si bien que le découpage en répliques, quoique maintenu, n'est plus du tout générateur de dialogue. Si, dans la dernière bande et dans Comédie, comme nous venons de le voir, le personnage présent sur scène parle de lui, dans Solo, qui est écrit en 80 et qui est une pièce que Beckett, dans la version anglaise, a appelée « A Piece of Monologue », un personnage évoque quelqu'un d'absent dont il parle à la 3e personne. Au fil de son récit, la confusion s'instaure entre lui-même et l'autre, jusqu'au moment où le spectateur ne sait plus si c'est de lui dont il parle ou d'un autre. Dans Impromptu d'Oyo, écrit en anglais en 1981, 2 personnages, en tout point identiques, eux l'entendeur et elle le lecteur, évoquent, assis à une même table, un homme dont il est question dans le livre que lit le lecteur à l'entendeur. L'absent est présentifié par un grand feutre noir posé sur la table. Cet homme déménagea après la mort de la femme aimée, désireux d'oublier tout ce qui était susceptible de lui rappeler les jours de bonheur, afin d'apaiser sa souffrance. Le cher visage de l'aimé lui était pourtant apparu dans ses rêves, lui conseillant de ne pas quitter le lieu de leur amour. « Mon ombre te conseillera, » lui avait dit le cher visage. Le changement de lieu ne permit pas l'oubli. Une nuit, en effet, un homme, vêtu d'un long manteau noir, assis devant lui, envoyé par l'être aimé, lui lut un vieux livre, jusqu'au lever du jour, et disparut. Cet homme revint de temps en temps à l'improviste, pour relire jusqu'à la fin la triste histoire. Puis un matin, il ne disparut point et resta assis sans un mot. David Warrillow, qui a créé le rôle aux États-Unis dans la mise en scène de Alan Schneider, s'explique ainsi. Avec Alan Schneider, on s'est souvent demandé qui était le récitant et si c'était son double qui l'écoutait. C'est juste avant de mourir, au moment où on est amené à regarder tout ce que la mémoire a enregistré depuis le commencement, que l'on se voit réellement soi-même, que l'on se reconnaît. J'ai toujours pensé que l'impromptu d'Oyo décrivait ce moment-là. C'est donc ainsi que s'exprime David Warrillow. Dans un autre dramaticule, Fragment de théâtre 2, écrit en 1960, 2 protagonistes, A et B, enquêtent sur un troisième, C, en sa présence. Figé dans un silence total, C est debout, dos à la scène, devant la fenêtre du fond. A et B citent des propos tenus par C, des témoignages de ceux qui l'ont connu. Ils établissent un bilan de la vie de cet homme qui a l'intention de se suicider. Le risque est imminent puisqu'il aurait, selon eux, l'intention de sauter par la fenêtre. C écoute, bouleversé, les commentaires qu'il lui raconte, comme s'il se faisait l'écho d'une voix intérieure, sa propre vie. Lorsque, à la fin, A va tout au fond de la pièce pour regarder son visage, il s'aperçoit que C est en train de pleurer. Eh bien, comme nous venons de le voir dans Solo, dans Impromptu d'Oyo et dans Fragment de théâtre 2, un personnage parle d'un absent ou d'un individu présent qui demeure silencieux. Dans un certain nombre de dramaticules, une voix parvient à quelqu'un, en
en lui disant « tu ». Dans Dite Joé, pièce écrite en 1965 pour la télévision, on assiste à une sorte de perversion du dialogue. Joé s'assure qu'il est bien seul dans sa chambre, vérifiant la fermeture de la porte, de la fenêtre et du placard, regardant s'il n'y a personne sous son lit. Rassuré, il s'assied lorsqu'une voix de femme l'interpelle, lui rappelant leur liaison amoureuse, évoquant également, sous forme de reproche, une jeune fille qui se suicida à cause de lui. D'où vient cette voix off persécutoire que le personnage ne voudrait plus entendre? C'est ce que se demande évidemment le spectateur. Cet enfer de Katsu que tu appelles ta tête, c'est là où tu m'entends, non? Dit la voix au personnage. Mais malgré cette parole de la voix, il est bien évident que le spectateur se demande d'où la voix tient son pouvoir, elle qui commande tous les mouvements de la caméra, en fait. En effet, plus la voix se fait pressante, plus la caméra s'approche du visage du protagoniste. Et Beckett suggère ainsi, bien sûr, que la voix est hallucinatoire. Toutefois, cette voix a une présence réelle pour le spectateur. Et à la fin de la pièce, à la fin du dramaticule, elle acquiert même plus de réalité que le personnage. En effet, elle baisse au point d'être à peine audible, si bien que le spectateur se demande si la voix faiblit ou si le personnage, vacillant dans une sorte d'inconscience, ne l'entend presque plus, reprenant son intonation première comme si le caractère obsédant de la voix avait fait, au sens propre du terme, évanouir le personnage, comme si l'hallucination triomphait au point de le détruire. La situation est un peu analogue dans un autre dramaticule intitulé « Pas ». May, l'héroïne, marche tout en parlant. Son discours est interrompu fréquemment par V, la voix de la mère, qui l'interpelle et qui compte le nombre de ses pas pour constater, sans pitié, son attachement morbide au passé, attachement que spatialise l'éternel va-et-vient que May, la femme, accomplit. Cette voix de femme parvient du fond de la scène, dans le noir, tandis que May, elle, arpente ce que Beckett appelle l'air du va-et-vient, situé à l'avant-scène, parallèlement à la rampe. May et la voix V sont nettement distinctes car elles ne partagent jamais le même espace scénique. V, la voix, apparaît pourtant comme la matérialisation de l'hallucination auditive de l'héroïne May. Cette voix, qui sort mystérieusement de la nuit, n'est pas un personnage puisqu'elle n'a pas de corps. Toutefois, elle est extérieure à May. Deux monologues terminent cette courte pièce. V, la voix, parle seule, comme si May n'était pas là, faisant les demandes et les réponses, en précisant chaque fois qui parle à travers sa bouche, May ou la voix, comme s'il s'agissait d'un vrai dialogue. Elle récite les deux rôles, tandis que May reste silencieuse, figée dans une immobilité absolue et à peine éclairée. May, dans ce qu'elle nomme elle-même un épilogue, parle à son tour, tandis que la voix, elle, s'est tue définitivement. Elle semble n'avoir rien entendu du monologue de V, de la voix, et elle joue, elle aussi, les deux voix, reprenant textuellement à son compte les paroles prononcées par la voix au début du texte. Les deux personnages se mêlent donc au niveau du discours, sans qu'on puisse les distinguer nettement, comme les deux faces d'une même personne. Le double s'est séparé de son semblable pour prendre une existence autonome, et la frontière entre l'un et l'autre est très floue. V apparaît comme une image maternelle qui, par un processus métonymique, se serait détachée de la psyché. La voix intérieure est devenue personnage quasi autonome. La pièce se termine de façon énigmatique lorsque, après un noir plus long que les autres, l'éclairage revient. Il n'y a plus personne sur la scène. Le noir s'instaure alors définitivement.
Beckett, héritier d'Artaud, suggère ainsi que tout n'était qu'un rêve, qu'une hallucination du spectateur et que May n'a pas plus d'existence que V. Avec un autre dramaticule intitulé « 7 fois », Beckett met en place un dispositif particulièrement astucieux qui spatialise la mémoire. 3 voix, A, B et C, interpellent, en le tutoyant, le souvenant dont le visage est situé à 3 mètres au-dessus de la scène. Ces voix off, qui sont les bribes d'une seule et même voix, la sienne, l'encerclent. Chaque voix a sa spécificité. La voix A est mise côté jardin, à côté du protagoniste du point de vue du spectateur, narre les souvenirs d'enfance. La voix B est mise côté cour, évoque la liaison amoureuse. La voix C, qui vient d'en haut, rappelle les grands moments d'émotion culturelle de l'existence, comme la visite d'un musée par exemple. La mémoire, on le voit, a donc engrangé différemment les grandes étapes de la vie. Le visage fantomatique de l'homme, qui s'appelle donc le souvenant, maquillé de blanc, est encadré par de longs cheveux blancs dressés, comme s'il était couché sur un lit. Le personnage, cloué sur place par les voix du souvenir, les reçoit comme des stimuli. Dans un autre dramaticule, Berceuse, la situation est analogue. Une femme écoute une voix enregistrée, la sienne, lui parler d'elle-même comme s'il s'agissait d'une autre femme. Cette voix évoque, en 4 mouvements successifs, les 4 moments qui signifièrent pour l'héroïne le retrait du monde. La voix rappelle le moment où la femme prit la décision de renoncer au mouvement, de cesser de déambuler. Elle rappelle le moment où elle s'assit, immobile, face à la fenêtre. Elle rappelle également le moment où elle décida d'en finir avec la vision, et enfin, le moment où, après avoir baissé le store de la fenêtre, elle descendit, s'installer dans la berceuse où mourut sa mère. Ces 4 mouvements de la voix sont suscités par la femme qui, à 4 reprises, sort de son silence pour dire « encore ». Enfin, dans un autre dramaticule intitulé « Pas moi », écrit d'abord en anglais sous le titre de « Not I », une bouche, située à 3 mètres de hauteur au-dessus de la scène, parle d'une femme. Femelle, petit bout de rien, elle. À l'avant-scène, située à la même hauteur, un auditeur, le regard braqué vers elle, l'écoute, sans jamais intervenir, sauf par 4 gestes brefs, situés après les mêmes paroles. Quoi? Qui? Non, elle. Et chaque fois, l'auditeur réagit, chaque fois que la bouche, comme l'écrit Beckett, se remet de son véhément refus de lâcher la 3e personne. C'est-à-dire, en fait, chaque fois qu'elle est sur le point de dire « je », de prendre conscience que c'est d'elle-même dont elle parle. Seule la bouche du personnage, minuscule dans l'immensité de la scène, est éclairée. Tout le reste est dans l'ombre. Le spectateur a l'impression qu'une voix, sortant du noir, lui tombe dessus, tout comme la remémoration d'événements anciens nous fait chuter dans le passé. La première fois que j'ai répété la scène, dit Billie Whitelaw, l'actrice anglaise, j'ai craqué. J'avais l'impression de ne plus avoir de corps, je n'avais plus de point de repère dans l'espace. C'était comme si j'étais un cosmonaute qui tombait dans le vide. J'avais véritablement l'impression de tomber sans fin. Cette voix off, donc, que Beckett utilise à maintes reprises dans la 2e moitié de son œuvre dramatique, est un avatar de personnage qui n'a pas même degré de réalité qu'un personnage. Simple présence auditive, elle n'est jamais matérialisée dans un corps. Elle est la projection métonymique d'une voix intérieure qui revêt une forme hallucinatoire. Souvent tyrannique, elle s'impose au personnage, le forçant à exhumer les cendres du passé. Par l'utilisation de ces voix off, Beckett rend perceptible pour le spectateur la proximité qui existe entre l'hallucination et l'irruption du souvenir.
La grande originalité des dramaticules de Beckett, on le voit, résulte de la tentative de mettre en place toute une série de dispositifs qui spatialisent la mémoire, de porter à la scène des éléments autobiographiques que seul le genre romanesque, jusqu'à présent, semblait susceptible de véhiculer. Si Pascal maudissait l'imagination, cette puissance trompeuse, Beckett, lui, n'a cessé d'exalter celle qu'il appelle la folle du logis, qui, dit-il, s'en donne à cœur chagrin. Ne confiait-il pas déjà, en 1957, dans D'un ouvrage abandonné, et le son de ma voix, du matin au soir, marmonnant sans que je l'écoute les vieilles choses de toujours, ma voix ni mienne ni voix, le soir venu, comme un ouistiti, la queue touffue assis sur mon épaule, à me tenir compagnie. Beckett suggère donc dans les dramaticules que l'écriture littéraire repose sur un énorme processus des négatifs qui consiste à croire, ou à faire semblant de croire, que l'on parle de quelqu'un d'autre, quand c'est de soi-même, en fait, dont il s'agit. La fiction n'est pas autre chose que l'art de déguiser l'autobiographie, pour qui sait bien qu'il n'est pas d'autobiographie possible autre que mensongère. L'écriture pour Beckett fut donc à la fois réponse à une impérieuse nécessité intérieure et à une volonté de mise à distance du matériel fantasmatique obsédant. C'est ce qui conditionna en fait pour lui le passage de l'anglais au français comme du roman au théâtre, puis le va-et-vient incessant entre les deux langues et entre les deux genres. Et c'est ce qui explique la contamination constante qui se produisit entre les deux écritures, romanesque et dramatique. Si le théâtre apparut dans un premier temps à Beckett comme un moyen d'évacuer le jeu devenu trop personnel à la fin de la grande trilogie romanesque, il devint assez vite, dans sa forme, proche de l'autobiographie. Et donc, et c'est là-dessus que je terminerai, commençant à montrer brutalement dans son théâtre des corps sur scène tout aussi bouleversants que ceux de Giacometti, il en vint, dans la deuxième partie de son œuvre dramatique, c'est-à-dire dans les dramaticules, à mettre en place une voix qui, inlassablement, se raconte.